Bonjour Justine, Bonjour Sarah. ravie de te recevoir à nouveau. On avait déjà échangé sur le sujet des engobes il y a quelques temps et aujourd'hui on va se... Et aujourd'hui, enfin, je vais me rapprocher un petit peu pour le son. Et aujourd'hui on va parler de toi et on va parler de ton parcours et de ta recherche de collection. Ok. Donc ouais, donc justement je me suis dit ce matin que ça tombait bien parce que tu sors tout juste les nouveaux prototypes de la nouvelle collection. Oui, Donc, oui, ben, oui. c'est marrant, les choses sont bien faites Oui. et on va pouvoir voir tout le travail en amont ensemble. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours vers la céramique? Moi, ça a commencé très très tôt puisque j'ai découvert la céramique quand j'étais au collège. Je prenais des cours du soir avec une copine et j'ai découvert que dans un lycée très proche de chez moi, il y avait une formation céramique. Donc, une fois que j'ai passé le brevet, quand on me demande ce qu'on veut faire, j'ai dit tout de suite, je veux faire de la céramique. Je voulais pas faire autre chose. Et j'ai fait un CAP céramique, un BMA et un DMA. Donc, D'accord, ouais, toujours t'as dans le vraiment fait tout, quoi. Oui, ouais, ouais, j'ai fait tous les diplômes et j'ai eu de la chance parce que pendant mon BMA, mes profs ont ouvert le DMA. Donc, j'étais la première classe à faire le DMA dans le lycée. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu continuer 2 ans de plus les études. Et Et qu'est-ce que t'ont apporté chacune de ces étapes? Tu vois, entre le CAP, le BMA, le DMA, qu'est-ce qu'apporte chaque étape différente dans cette formation? déjà, le CAP, c'est très formation à l'époque, hein, je parle, je sais pas encore maintenant, mais c'est très formation d'ouvrier. On apprend à tourner en série, à être, Ouais, euh, à, à être vraiment très efficace, à savoir être le plus rapide possible. On coupe sa terre super vite, on pèse super vite, on fait des planches alignées, on apprend à faire des dessins techniques. Voilà, c'est oui, très, c'est très pratique. voilà, et je pense que le CAP tournage a vraiment été à la base inventé pour quand on devient ouvrier. On sort du CAP et on est embauché, on était Oui, tu sais embauché. tourner en série, tu sais avoir les pièces Voilà, reproductibles et voilà. produire, quoi. Mais il n'y a pas du tout le côté créatif. Alors nous, on avait quand même des profs qui étaient super motivés et qui nous faisaient un petit peu sortir. Des fois, on allait un peu parce qu'il y avait CAP de tournage ou CAP décoration. On avait le choix entre les deux. Et des fois, on pouvait un peu se balader entre les deux CAP. Voilà, si on avait quand même envie de terminer une de nos pièces et de la décorer, pas faire que du tournage. Oui, ça c'était cool, quoi. Ça Euh, c'était bien dans ton école. Ouais, ton école te proposait ça. Toutes les écoles ne le proposent pas, quoi. ouais, 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 c'est sûr. Après le BMA, bah là, tout de suite, ça rentre dans un côté, on commence à créer nos pièces avec un thème, donc les profs nous donnent un thème et une terre choisie. Et on doit créer voilà, plus de prototypes, beaucoup plus de décors, puisqu'on crée la pièce de A à Z. Et ça m'a permis surtout de tester plein de terres différentes, plein de techniques différentes, que ce soit en décoration, en cuisson, tout ça, c'était super. Ben, ça, au final, c'est super parce que Et c'est clair que chercher et tester différentes terres, ça prend du temps. ça prend du temps, oui. Ça, Mm. ça peut aussi coûter de l'argent. Là, je suis dans un lycée public, ça n'a rien coûté. Ouais, ouais. Et puis avec des gens qui sont experts à chaque fois, puis il y a les stages, tout ça. À chaque année, j'avais 6 semaines de stage. Donc sur 6 ans, ça fait beaucoup de stages. On m'a fait voyager aussi. J'étais faire un stage au Portugal, j'étais Bien. au Japon pour la céramique. Enfin, Oui, waouh, c'était une j'ai super plein de trucs. expérience, quoi. Ouais, Et quand ouais, tu ouais. fais ces stages de 6 semaines, c'est 6 semaines chez le même céramiste ou, ou tu peux alterner entre différents postes? Alors, au début, c'était vraiment 6 semaines chez un seul céramiste. Et puis, plus ça va, plus les stages étaient un peu compliqués à trouver. Donc, ils ont toléré dans le lycée qu'on fasse 3 semaines et 3 semaines. Mais moi, j'ai fait à chaque fois que 6 semaines au même endroit, je crois. Parce que après, j'ai pris moi des stagiaires où je prenais que 3 semaines parce que 6 semaines pour moi, c'était trop lourd de les prendre. Mais moi, j'ai fait que des stages de 6 semaines à chaque fois Ouais, au même endroit. ok. Donc Voilà. ça, on en est au BMA. BMA, voilà. Et le DMA, alors à chaque fois, il y a une sélection hein, entre chaque diplôme. Donc voilà, moi j'avais mes copains au début, et puis plus ça allait, et moins Ça j'avais s'est mes copains. grené, quoi. Voilà, c'était un peu difficile à chaque fois ça. Et là, le DMA, j'avais presque plus personne de ma classe, beaucoup de gens qui sont venus de l'extérieur. Et là, voilà, on est complètement sur autre chose. On est à la fois sur apprendre à faire de la série
et apprendre à faire de la pièce unique. Et là, beaucoup plus travailler sur, j'ai envie de dire, sur le côté un peu philosophique de tout ça, mettre un peu plus de soi, trouver un peu plus sa marque, trouver tout un univers, savoir mettre en scène ses pièces. Voilà. On Ouais, est ben plus. ça, c'est aussi une réflexion en fait qui prend du temps. Tu vois, Oui, donc là, au final, tu as une année qui est consacrée à ça, c'est super, parce que tu as cette recherche cette réflexion autour de son travail, de son style et vers où aller. C'est pas moi, évident. c'était 2 ans même, hein, parce que Ah, c'était c'est deux 2 ans ans? chaque diplôme. Pardon, D'accord. 2 ans chaque diplôme. Donc, le DMA, ouais, c'était 2 ans à réfléchir là-dessus. Bon, moi, j'ai eu de la chance, c'est que, pardon, en BMA, j'ai fait un stage pour apprendre à tourner la porcelaine. Je savais pas du tout hein, que ça allait être mon truc, mais j'avais trouvé des bons maîtres de stage et tout. J'ai mis les mains dans la porcelaine, je ne l'ai plus jamais lâché. Donc en DMA, je n'ai travaillé que la porcelaine et je me suis vraiment spécialisée là-dedans. J'avais déjà trouvé ma terre et ça, c'était Oui, tu cool. avais trouvé ta voie. Quoique aujourd'hui, si tu devais changer avec le nom de compte que tu t'es créé, les petites Oui, porcelaines, ce ce serait serait compliqué. embêtant. Donc, on va en revenir donc à ta recherche de collection. Toi, tu as pris le parti d'avoir des collections qui sont variées, de te renouveler vraiment régulièrement. Mm. Pourquoi ce choix? Tu aurais pu rester dans la simplicité comme le font d'autres céramistes. Voilà, ça marche, je continue. C'est vrai. Et en fait, tu vois, j'ai lu tes questions que tu m'as envoyées et tout, et je me suis dit qu'en fait, je me suis même pas posé la question, j'ai toujours fait comme ça, même quand j'étais au lycée. Quand on était justement en DMA, on a commencé déjà à faire des marchés. On était indépendamment du lycée, on fabriquait au lycée, mais on vendait nos pièces. Et j'avais déjà mes collections. J'avais ma collection papillon, ma collection dentelle. J'étais déjà sur un thème, voilà, où il y avait plusieurs choses parce que j'avais envie de faire plusieurs choses différentes. Donc, l'organisation par collection était plus simple. Au moins, je donnais un nom. Ça me permettait, quand je parlais par exemple avec mes clients, de dire, bah oui, il y a telle collection, ils savent tout de suite de quoi je parle. Parce que si je dis, bon, la collection, tu sais, avec les bols un peu déformés, la dentelle, bon, voilà, c'était plus facile de parler comme ça. Et, euh, et je pense que c'est aussi le stage où j'ai appris à faire la porcelaine. Les potiers chez qui j'étais avaient plein de collections différentes, plein d'émaux différents et tout ça, et ils parlaient aussi par nom de collection. Et je pense que je me suis imprégnée de ça parce que ça a dû m'attirer, sans m'en rendre compte, mais ça a dû m'attirer le fait d'avoir plein de collections, plusieurs modèles différents. Parce que, et surtout, je crois au début, à l'atelier, j'avais un petit problème au poignet, je pouvais pas tourner trop longtemps, donc j'avais aussi une collection que je faisais par estampage. Donc ça me permettait des fois de faire des pauses dans le tournage, de faire de l'estampage, voilà, d'avoir toujours plusieurs Oui, techniques différentes. oui, et aussi peut-être quelquefois plusieurs manières d'expression. Parce que si tu n'as qu'une Ouais. seule collection, qu'un seul style, je sais pas, c'est aussi peut-être plus enfermant et plus engageant que de laisser la porte à plusieurs. Ouais. Bah après, ça a été vraiment ça. Voilà, au début, j'avais toujours mes 3 petites collections dans ma boutique. Et puis, il y en avait quand même une grosse collection qui est restée, celle avec des petites fleurs. Et je me suis bah, justement fait opérer du bras pour régler mon problème quelques années après. Et quand je suis revenue, j'avais fait une très longue pause, le temps de cicatriser tout ça. Je suis revenue à l'atelier, j'ai dit, ah non, mais en fait, j'en peux plus. Il y en a trop J'en là. peux plus de faire des petites fleurs. Alors, ça marchait super bien, tout le monde me connaissait pour ça. Mais je dis, mais moi-même, je n'en peux plus. Ça fait, je sais pas, 5 ans que je fais que des petites fleurs. C'est très sympa, mais j'en peux plus. Oui, tu n'as plus envie de ça. Donc, voilà. Et parallèlement, je proposais, c'est là où j'avais commencé à vendre sur Internet. Sur Internet, les collections avec les petites fleurs marchaient pas tant que ça par rapport à mon magasin où ça fonctionnait très bien. Donc j'avais fait le thème des box. Je sortais des porcelaines box. Donc quand j'en avais envie et que j'arrivais à les faire, j'avais eu 30 ou 50 éditions où je partais complètement sur autre chose que ce que je faisais moi à l'atelier. Et je trouvais ça super parce que je testais plein de techniques, les engobes, les crayons, plein de trucs différents. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je m'éclate vachement à faire des nouvelles choses. Et après, je me suis dit, voilà, bon, je vais arrêter les petites fleurs et je vais partir plus sur ce thème des porcelaines box où là, je recrée une collection à chaque fois, une nouvelle collection. Alors, est-ce que tu peux nous partager ton process de création d'une nouvelle collection? Ça prend combien de temps? Tu vois, voilà, combien de temps est-ce que tu te dédies et au bout de combien de temps est-ce qu'elle aboutit en général? C'est, alors là, cette année, ça va un peu changer, mais ces dernières années, je changeais de collection à peu près au mois de juin, juste avant l'été. Donc, je savais que quand je sortais une collection, je restais sur un an sur la même. Et au bout de 4 mois, je dirais, où je fabrique la même collection,
je commence déjà à penser à ce que je vais faire après. Mais je me force pas à y penser, c'est juste tout d'un coup, je sais pas, je suis en train de me balader, je suis en train de lire un magazine, je me dis, putain, c'est vrai, c'est pas mal ça, ah, j'aime bien cet esprit, ah, j'aime bien ce thème. Et voilà, je commence légèrement à y penser, comme ça, c'est des petites idées. Et puis, tout d'un coup, il y a un truc qui vraiment va me dire, non, je veux vraiment partir là-dessus. Et là, c'est souvent à peu près au mois de décembre, tu vois. Je commence régulièrement, enfin, à avoir un truc un peu plus précis. Et là, je commence à faire les essais. Mais je me laisse le temps parce que je sais que j'ai encore 6 mois devant moi, donc je suis pas super pressée. Donc au fur et à mesure, à chaque four, je fais un petit essai, je rajoute un petit truc, je fais des essais de forme. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, ça prend à peu près voilà 6 mois où ça y est, concrètement, j'ai la forme, j'ai le rendu, j'ai ce que je veux. Ouais, oui, tu prévois à l'avance pour pas au final te sentir bloqué et Ouais. sortir quelque chose. Et pourquoi cette année tu changes? Alors, je me suis pris un gros coup quand même l'année dernière parce que je faisais une collection Hacienda. Euh, j'ai pas du tout de pièces, je suis désolée à vous Oui, montrer. c'est de cette collection-là justement que tu récupères les terres à Voilà, l'étude pour la prochaine collection. exactement, oui. C'était une collection très rose sur le thème un peu du Mexique, des jardins marocains. Voilà, c'était très marqué. Et souvent, c'est ce qui se passe quand je change de collection. J'ai envie de changer complètement d'univers. Donc souvent, quand je fais un truc coloré, après, je veux partir un truc plus sobre. Ou quand je fais un truc décoré, pareil, je veux faire du plus sobre. Et puis quand je fais du sobre, j'ai envie de partir vers quelque chose de... Voilà, je change à chaque fois. Et là, ça a été très dur parce que, bah, ça y est, j'arrive, je change et je fais un truc super sobre là, tout d'un coup. J'ai une pièce là. Voilà, tout d'un coup, je passe sur un truc complètement beige, crème, qui est plus du tout coloré. Et, euh, et mon compte Instagram, bah, qui était très rose, tout d'un coup devient très, très Beige, quoi. sobre. Ouais. Voilà. Et surtout, en fait, tous les clients avaient encore envie d'avoir la collection Hacienda, le rose et tout ça. Et beaucoup de gens étaient contents que je change parce que le rose ne plaît pas à tout le monde. Mais beaucoup de gens étaient très frustrés aussi que je change. Et surtout, il a fallu que j'explique pendant des mois, des semaines, tout le temps. Non, la Pourquoi? collection Hacienda, c'est fini. Je change de collection, je change d'univers, on la verra plus. Et en fait, tout ça, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Avant, j'avais, je pense, moins d'abonnés sur Instagram, j'avais un peu moins de clients et le petit groupe qui me suivait comprenait très bien ce changement. Et là, tout d'un coup, le groupe est devenu énorme. Et voilà, il a fallu que je rabâche, je rabâche, je rabâche. Et là, je me suis dit tout le mal que je me suis donné pour installer cette nouvelle collection, la collection Oui, minérale. et puis au final, c'est même se livrer. Enfin, ce que je voulais te dire, voilà, c'est Oui, en fait, à chaque fois que tu sors une collection, tu te livres et tu te mets toujours un peu en porte-à-faux, quoi. oui, c'est ça. Et puis à chaque fois, il faut raconter l'histoire, l'histoire de cette collection, tout ça. Il faut refaire toutes les photos. Souvent, je refaisais un peu le site internet aussi pour que ça corresponde à l'image de la collection. Et je me dis, bon, peut-être qu'un an, c'est pas assez long. Alors, dans l'univers de la mode, un an, c'est un siècle, mais dans l'univers de la céramique, peut-être qu'un an, c'est pas assez long. Donc, je me dis, cette collection, je vais lui laisser un petit peu plus de temps et je verrai quand j'en aurai l'envie de vraiment aller vers autre chose, quand je verrai que les gens se sont peut-être vraiment lassés de cette collection, je changerai. Voilà. Oui, oui, tu te laisses plus de marge, tu t'imposes, voilà, moins Ouais, et en parallèle, tu as une autre collection qui prend forme aussi. voilà. Par contre, c'est ça, c'est qu'il y a aussi tout le procédé où je vendais mes collections souvent sous forme de vente éphémère. Donc, je fabrique toutes mes pièces, je donne un rendez-vous et toutes les pièces partaient à ce moment-là. Mais ce qui faisait qu'il y avait une grande frustration parce que les gens qui n'arrivaient pas assez vite ne peuvent pas avoir les pièces. Et tout le temps qu'il n'y a pas de vente éphémère, les gens ne peuvent pas acheter. Et bah, comme je travaille beaucoup avec Instagram, les gens, ils arrivent sur mon compte, ils aiment bien les pièces, ils veulent acheter, ils peuvent pas acheter, il faut attendre. Ah mince, ils n'étaient pas là au rendez-vous, ils peuvent pas, ils travaillent pas. Enfin, Oui, ça a été bien un temps, même pour moi, c'était très, très stressant. Ça a été bien un temps, mais je veux plus fonctionner comme ça. Je veux avoir une sorte de collection permanente avec une boutique où il y a du stock, où les gens peuvent arriver sur le site internet, prendre leur temps, regarder le descriptif des trucs, tout ça, ne pas se sentir sous l'emprise de vite, il faut acheter. oui. Et par contre, garder ce côté petite collection quand même avec des ventes éphémères que j'aime bien. Et donc voilà, d'où la Ouais, nouvelle c'est bien. petite collection, voilà, collection capsule, j'ai Oui, au, mais au final, tu vois, voilà, ça se complète, c'est super, quoi. C'est bien.
Et tu vois une différence donc toi qui as une boutique en présentiel et qui vend aussi sur ton e-shop, qui a les deux communautés, tu vois une différence de tendance et de préférence entre tes pièces? Est-ce qu'il y a des pièces qui marchent très bien sur Internet et pas en boutique et inversement? Oui. Bah déjà, tu vois, la collection que je faisais avant avec les petites fleurs marchait très très bien en magasin, mais pas du tout sur Internet. Je les vendais pas du tout sur Internet. Et la collection avec le rose, par exemple, marchait aussi bien en magasin et marchait vraiment très très bien sur Internet. Mais en magasin, je sentais que les gens, c'était quand même très rose, tu vois. Il fallait vraiment... souvent en plus, ça va être des couples qui rentrent, donc il faut que ça plaise à l'homme. Bon, bah tout de suite, dès que c'est marqué rose, tout de suite, c'était rédhibitoire et tout, alors qu'une femme, quand elle est sur son téléphone, ou, voilà, elle n'a pas l'avis de Elle va son pas mari. demander, c'est pas grave. Voilà, elle est un peu plus tranquille. Et là, ma collection, qui est donc un peu plus sobre, la collection minérale, j'ai l'impression qu'en boutique, elle est un peu plus compliquée à comprendre pour les gens. Parce qu'aussi sur Instagram, tu vois, je raconte une histoire, j'explique ce qu'il y a derrière et tout ça. Là, même si je peux parler aux gens qui sont dans le magasin, bon, souvent je suis quand même en train de travailler, ils n'ont pas forcément l'histoire qu'il y a derrière, ils ne savent pas forcément à quoi ça peut se rapporter. Alors même si eux, hein, il faut aussi qu'ils se la créent, cette histoire, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Et, euh, et puis aussi au niveau des prix. C'est quand même des pièces qui ont un certain prix. Bon, même si celles de la collection ancienne, c'est un peu les mêmes prix, mais autour de moi, les autres magasins ont des prix un petit peu plus bas. Ils font pas de la porcelaine forcément, ou on est à Valoris, c'est beaucoup la faïence, donc bah, les prix sont pas du tout Oui, les c'est moins mêmes. cher. Voilà, donc en magasin, c'est un petit peu plus compliqué d'expliquer les prix. Voilà. Ok. Comment est-ce que tu réfléchis tes collections, c'est-à-dire tu vois, au niveau du nombre de pièces que tu vas faire, au niveau des formes, est-ce que c'est prédéfini et tu sais qu'en gros tu as besoin de tant de pièces ou est-ce que c'est au feeling? Ça, c'est un truc que j'ai mis en place il y a vraiment très longtemps. Au début, mon magasin, quand je vendais pas du tout sur Internet, il était rempli et il y avait beaucoup, beaucoup de pièces. Je voulais vraiment créer un service avec plein de pièces différentes, des saladiers, des tasses. J'avais, je crois, 4 formes de tasses différentes, des plats, des plateaux, des plats gâteaux, des plats à fruits. Enfin, T'as tout. voilà. Exactement. Et quand j'ai commencé à vendre sur Internet, je me suis dit non, c'est un petit peu compliqué ça, parce que rien que de créer le site Internet, de prendre toutes C'est les clair, ouais, photos. de tarifs et de vérifier le stock et tout. Voilà. Après, il faut, bah alors sur chaque pièce, il faut que j'ai au moins 10 à 20 modèles, mais c'est impossible. Donc ça veut dire forcément que pour une vente que je vais faire, je vais pas avoir toutes les pièces. Donc il y en a qui vont rester en rupture de stock. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais choisir les pièces qui se vendent le mieux en fait et qui plaisent le mieux, c'est-à-dire le bol, le mug, c'est voilà, la petite tasse à café, le saladier et le vase. C'est essentiellement les pièces que je fais. Après, je rajoute deux, trois, selon les envies et tout ça. Voilà, c'est là-dessus que je me fixe, c'est sur ces pièces-là. Ok. Euh, donc j'ai eu des questions, donc on va dire sur les engobes et sur la monocuisson, ça on verra enfin. Ouais. En fin de live. Là, je voulais savoir comment toi, tu arrives à gérer ta semaine de céramiste entre ben, ta vie de maman que tu as à côté, entre ben, la gestion de du magasin, de l'administratif, de la production, le site internet. Est-ce que tu t'alloues des moments? Comment tu fais? Pas vraiment, non. J'écoute les conseils, enfin, je vois les gens qui disent, voilà, faut vraiment faire ça, et je travaille pas du tout comme ça. Alors déjà, elle est rythmée par le rythme de mon fils, parce que je le dépose à l'école. Alors j'ai de la chance, mon atelier est à 5 minutes à pied de l'école. Donc je le dépose à 8h20, à 8h25, je suis à l'atelier. Ma journée, elle commence Ça, c'est super bien. tôt, ça fait une longue matinée, chose que j'avais pas avant. Avant, je commençais plutôt vers 10h, 10h30. Mais voilà, maintenant, finalement, j'aime bien les longues matinées. Et puis, à 16h15, je m'arrête de travailler, je vais le chercher. Je reviens à l'atelier quand même avec lui. Je reste une heure de plus et on part vers 18h. Mais voilà, déjà, ça rythme ma journée. Et ensuite, ce que j'ai à faire, c'est pas du tout. Alors, c'est pas le bazar, mais déjà, j'ai mes priorités. Je sais qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres selon les jours. Par exemple, bon, je sais que ça peut choquer quelques personnes, mais mes mails, c'est clairement pas ma priorité, répondre à mes mails. Je peux faire attendre les gens 15 jours avant de leur répondre. J'en suis désolée, mais je peux pas. Ma priorité, c'est la fabrication.
c'est vraiment ça. Parce que si je fabrique pas, Oui, derrière, ça il n'y a suffit. rien en fait. Voilà, il n'y a rien. Donc après, les gens, ils peuvent avoir des réponses partout. C'est pour ça que j'ai mis des FAQ sur Instagram, des FAQ sur mon site internet, pour que les gens qui aient des questions aient leurs réponses le plus rapidement possible si la question est assez simple. Pour pas que justement par mail. Par exemple, j'ai enlevé mon téléphone, mon numéro de téléphone partout parce que je ne veux plus qu'on me téléphone, je veux plus qu'on me dérange. Parce que souvent, les informations, on peut les trouver facilement sur Internet. Voilà, et après, tout ce qui est par exemple publication sur Instagram, bon bah j'aime bien faire ma publication avant 14 heures. Donc dans la matinée, voilà, et puis c'est au jour le jour, je me dis, bon alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais Oui. faire aujourd'hui? Oui, C'est... au final, c'est vraiment, c'est au fil de l'eau. Voilà, t'as pas un Ouais, calendrier, tu vois, sur lequel tu sais ce que tu vas poster dans la semaine ou tu as non, pas préparé à du tout. l'avance les posts. Non, D'accord. ça c'est vraiment souvent je me dis, tiens, je vais faire un post de ça. Alors, tiens, j'aime bien cette photo. Qu'est-ce que je vais parler? Hop, j'écris mon truc, je publie. Et en fait, de 5 minutes avant, je ne savais même pas de quoi j'allais parler. C'est très, très rare que je prévoie un truc. Après, je vais prévoir mes newsletters à l'avance, juste avant une vente. Par exemple, je sais que 2 jours avant, j'en fais une. Voilà. Mais j'ai quand même un calendrier où des fois, je note. Là, je vais noter ma vente, quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Puis, je vais faire un petit compte à rebours Oui, pour un les cuissons. rétro-planning pour savoir vers où. Ouais. Voilà, Mais bah oui, après, rétro-planning. après, oui, après, t'es quand même, ouais. Oui, au final, après, oui, tu planifies pas énorme ta communication, même si était très Non. visible et qu'aujourd'hui, tu as un énorme compte. Je sais pas, après, dans la céramique française, s'il y a des plus gros comptes que toi, mais tu as un gros compte de céramique. En fait, tu le gères, voilà, c'est pas cadré et c'est. Non, j'y arrive pas du tout. À un moment, je me suis dit peut-être qu'il faut que je programme et tout, mais moi, j'arriverais pas à me mettre sur un ordinateur et de me dire, tiens, pendant 1 heure ou 2 heures, faut que je crée du contenu. Enfin, c'est super, ça demande beaucoup d'efforts de créer du contenu. Donc là, tout d'un coup, si je devais sortir 10 posts, j'ai pas du tout cette énergie d'écrire 10 posts différents, de trouver les idées, les trucs. Non, un par Oui, jour, c'est déjà après, bien. après c'est pas que tu n'aurais pas l'énergie, c'est que tu n'as pas cette envie, en fait, de le programmer comme En ça. plus, Et, ouais. et Ouais, peut-être que ce serait aussi différent et que ça collerait un peu moins à l'univers et à tout ce que tu retransmets au final sur ton compte, quoi. Mm, peut-être, ouais. Et puis aussi pour répondre aux messages, par exemple, j'aime pas trop programmer des publications parce que moi j'aime bien, je publie mon réel ou mon truc et puis je sais que dans la demi-heure, souvent, par exemple, je me suis lavé les mains parce que j'ai tourné le réel, je l'ai monté, je vais pas me remettre tout de suite les mains dans la terre. Donc je me pose une demi-heure, j'attends de voir un peu les commentaires, je commence à répondre aux gens. Et puis après, en fin de journée, je me remets un peu, pareil, quand je fais une pause tournage, je me remets un peu sur le téléphone, je réponds aux commentaires. Alors que si, j'ai l'impression, si je l'avais vraiment programmé, par exemple, très tôt, je ne sais pas si je penserais à aller voir forcément les commentaires. Enfin, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède. Hein. C'est pas, chacun, Oui, je pense, doit c'est ta trouver sa manière. manière de procéder. Mm. Ouais. Et oui, et donc toi qui, aujourd'hui, toi tu vis de la céramique, Oui. voilà. Est-ce que est-ce que ça t'est venu à l'idée de t'associer avec un céramiste pour justement peut-être produire plus? Je sais pas, grossir, ou est-ce que c'est pas une envie que tu as eue? Si, si, ça m'est venu il y a quelques années, quand justement la demande était beaucoup plus forte que ce que je pouvais produire. Et la frustration aussi de voir mon chiffre d'affaires, je me disais, waouh, je vends super bien, mais en fait, je suis pas très riche, quoi, c'est pas normal. Donc, je me suis dit, bon, moi, je peux pas fabriquer plus, je suis au max, il faut vraiment que j'essaye d'embaucher quelqu'un. Mais en fait, c'est presque impossible parce qu'il faudrait que moi, je tourne de la porcelaine. Si j'embauche quelqu'un qui tourne de la porcelaine, qui tourne très bien de la porcelaine, je peux pas prendre quelqu'un qui est débutant. Bah, en fait, cette personne-là, elle existe, mais elle est déjà installée, elle est à son compte. Elle n'a pas envie de venir travailler pour moi. Alors après, j'ai des copains qui sont tourneurs, mais je me suis dit, je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'ai envie de vendre une pièce que je n'ai pas fabriquée? Et je crois que de toute façon, j'y arriverai pas. Et puis je serai toujours, je veux des pièces très fines. Et même mes copains qui sont tourneurs, je sais qu'ils font pas aussi fin que moi. Donc il faudrait que je me dise, bon, c'est pas grave, je les vends un peu moins fines, mais je n'y arriverai pas. Donc après, je me suis dit, bon, je vais essayer d'embaucher quelqu'un, mais qui gère tout sauf la fabrication. L'emballage, le site internet, peut-être le compte Instagram.
Oui. Mais en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que bah, s'il y a des pièces qui arrivent cassées, je vais me dire bon bah voilà, en fait, ça n'a pas été bien fait parce que c'est quand même super technique à emballer et tout ça. Le site internet, bah en fait, moi j'adore le gérer le site internet. Pareil sur Instagram, moi je kiffe publier, répondre aux commentaires et puis ça me permet aussi de faire des pauses parce que si j'embauche quelqu'un qui fait tout le reste, ça veut dire que moi je ne fais que de la Que fabrication. tourner. Voilà. Alors j'adore ça, mais il y a un moment, le corps, il a besoin de faire une pause quand même. Oui, et puis en Et... plus, franchement, ce qui est agréable quand même, tu vois, c'est de pouvoir tourner. En fait, je trouve je trouve que ce qui est bien dans le métier de céramiste, c'est de tourner et de s'occuper aussi du reste. Tu vois, de Ouais, s'occuper, justement, comme tu le disais, de prendre les photos, tu vois, de réfléchir aux nouvelles pièces, tu vois, de d'émailler, voilà, de gérer le site internet. Sinon, en fait, au final, c'est, tu vois, ça permet en fait de changer d'environnement, tu vois, de te laver, d'être propre, d'avoir les mêmes propres et de ouais. basculer d'un schéma à l'autre, quoi. Puis après aussi de retrouver le... Des fois, quand je fais 3 4 jours où j'emballe que des colis, ensuite, je suis super contente de Oui. revenir sur mon tour quand même. Oui. Voilà. Retrouver le super plaisir de se dire, ouais, ça, c'est vraiment une étape que j'adore. Oui. Mais c'est ça, ouais. Oui, au final, tu as envie de garder ce métier varié. Donc, tu t'es posé la Voilà. question, mais tu t'es dit, ouais, pas Ouais, puis pour en maintenant. plus, j'adore travailler toute seule. Enfin, je vais manger le midi avec les copines, je retrouve mon fils et c'est super. Mais j'ai vraiment besoin d'être seule dans mon atelier. Régulièrement, je prends des stagiaires et tout. Et là, j'ai un peu arrêté parce que je suis beaucoup plus efficace quand je suis seule. Et en fait, j'aime être toute seule. Et ben, c'est parfait. Voilà. T'as été une pionnière à te lancer dans la monocuisson. Aujourd'hui, beaucoup de céramistes y viennent, vu la hausse de l'énergie, vu les problèmes qui vont se présenter. Est-ce que tu aurais des conseils à partager à tous ceux qui aimeraient se lancer dans la monocuisson? Moi, je reçois au quotidien beaucoup de questions sur la monocuisson. Et la plupart du temps, je ne peux pas y répondre parce que la monocuisson, je l'ai faite sur mes pièces, avec ma terre, avec mon décor. Donc, le conseil que je donnerais, c'est bah, en fait, essayer. Parce que moi, quelqu'un qui est spécialisé ne peut pas donner la réponse. Chaque pièce, chaque terre, chaque décor est tellement spécifique que on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, on teste. Dans un four d'émail, on met une pièce qu'on est censé dégourdir et puis on voit ce que ça donne. Au pire, ça explose. Bon, bah, sinon, vous mettez une gazette autour, mais je pense pas que ça peut exploser, ça puisse exploser. C'est plus un dégazage où ça va peut-être brûler, où l'émail va se promener. Mais il n'y a pas grand risque à mettre une pièce, si elle est bien sèche, une pièce dans un four d'émail, une pièce qui n'a pas été cuite dans un four d'émail. Donc vraiment, il faut tester. Et ensuite, si vraiment l'envie, c'est de faire de la monocuisson, eh ben, c'est d'adapter ces pièces à la monocuisson. C'est-à-dire que on peut pas prendre une pièce qui est crue et la tremper dans un bain d'émail et la ressortir. Donc, comment je vais faire pour appliquer mon émail pour pouvoir faire de la monocuisson? Donc, émailler, moi par exemple, donc j'émaille d'abord l'intérieur, j'applique mon décor à l'extérieur, j'applique l'émail à l'extérieur, mais pas entièrement parce que j'ai besoin de porter la Oui, pièce. Voilà, donc se dire, bon, bah, alors je n'applique pas de l'émail partout. Par exemple, la question s'est posée pour mes assiettes. Les assiettes, la précédente collection, c'était la seule pièce que je cuisais en 2 cuissons. Parce que impossible de les saisir, de les prendre et tout ça. Pour cette nouvelle collection, je me suis dit, l'assiette, je veux aussi la faire en monocuisson. Dès que j'ai trouvé une technique avec mes doigts, je la trempe comme ça. Alors, ça fait des fois des petites traces de doigts, mais ça en vaut la peine puisque c'est quand même une pièce qui a demandé beaucoup moins d'énergie et les 2 petites traces de doigts en soi, elles se voient pas et elles sont pas si graves que ça. oui, c'est pas grave. Et puis moi, j'avais même lu un livre, tu vois, où je sais plus lequel, d'un céramiste américain sur la monocuisson, et il disait justement que les deux traces de doigts, c'était aussi un signe de monocuisson. Et c'est un livre, tu vois, qui, je pense, qui était paru en 1940. Donc voilà, ça fait partie aussi intégrante de Oui, cette technique-là, quoi. c'est ça. Au lieu d'avoir les 2 petits points de la pince d'émaillage, on a les 2 gros doigts du potier. Et sinon, mais il faut émailler au pistolet. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Donc, ok. Donc, toi, tes conseils, oui, c'est expérimenter et penser les pièces pour qu'elles soient compatibles, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, il y avait des questions sur les engobes.
parce que tu es très connu sur les engobes, c'est un champ d'exploration que tu as choisi. Ben, qu'est-ce que tu conseilles? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que c'est des engobes que tu fabriques toi-même ou est-ce que c'est des engobes que tu achètes? Non, je l'ai fait moi-même. Ma terre de tournage, la terre de coulage qu'ils vendent, alors qui n'est pas la même référence chez Ceradel, mais elle a la même couleur. Donc j'ai cet avantage-là, je peux prendre la même base. Bon après, vu que je le colore en soi, c'est pas très grave, mais ça s'adapte très très bien. Les deux, cette terre de coulage sur ma terre s'adapte très bien. Donc je préfère le bidouiller moi-même. Je t'avouerai que je n'ai jamais acheté d'engobe tout fait. Je crois que je ne savais même pas qu'un engobe tout fait, ça pouvait s'acheter tout fait. Donc voilà, après c'est quand même super facile. Maintenant, on achète un peu les colorants ou les oxydes métalliques, on fait ses petits tests, sa petite bidouille. On voit aussi au niveau de la quantité d'eau ce qu'on veut. Oui, C'est quand la même... texture du rendu que tu veux avoir et tout, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, il y a eu pas mal de questions. Alors, je les relais pas forcément toutes les personnes qui disent qu'ils aiment ton travail, que Ah, voilà, qu'ils sont fans merci. Je suis de désolée, toi et tout. j'ai pas du tout lu les questions, moi. Non, mais ça normalement c'est mon rôle et ça je ne l'ai pas forcément relayé, mais tu le verras par la suite. Il y a eu quelques questions. Pouvez-vous nous dire combien coûte un four de potier à peu près? Bon, ça dépend. Il y a tous les prix, hein, parce que ça peut être très, très bas si on prend un four d'occasion qui est un peu vieux et qu'il faut retaper. Et puis, ça peut coûter très, 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 très cher si c'est un gros four avec une porte d'une marque qui Oui, coûte cher. c'est hyper variable. Donc, je pense on a fait le tour un peu sur toutes les questions. Je ne sais pas si toi, tu avais envie de rajouter quelque chose ou si ça te va. Peut-être sur le thème des collections, enfin, c'est un truc, il faut le sentir, parce que je sais que j'avais une copine céramiste qui comprenait pas pourquoi je travaillais moi, avec des collections. Mais en fait, si tu le sens pas comme ça, si même une collection de toute ta vie te va, autant le faire et se suivre. Voilà, si on a par contre envie un peu de s'éparpiller, de tester plein de techniques différentes, les collections, ça peut être super sympa pour justement se chercher, tester plein de terres, de techniques différentes, de couleurs différentes. Je trouve que c'est sympa de procéder avec des collections. Mais moi, j'en suis convaincue. Tu vois, je trouve que des fois, en fait, quand tu te lances s'enfermer dans un style, c'est pas évident. Et je trouve que ton système de collection et de capsules et tout, moi, je trouve que c'est top. Vraiment, je trouve que ton principe collection capsule, moi, je resterai là-dessus. Alors, on a eu d'autres questions qui sont arrivées avant de raccrocher. Concernant les débutants qui veulent vraiment se lancer, qui n'ont pas encore fait de poterie, est-ce que vous avez des conseils ou une procédure particulière? Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à ces questions parce que j'ai 14 ans et je suis sortie et en fait, c'était genre super facile pour moi parce que j'étais en CAP, on m'a donné la main, on m'a dit voilà, il faut faire ça, ça, ça. J'ai pas du tout été, je suis sortie en plus diplômée, j'avais déjà trouvé mon atelier, mon papa est artisan donc c'était pas du tout un truc inconnu. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de mal à donner des conseils sur les gens qui débutent parce que moi, déjà, j'ai envie de dire bah, formez-vous, apprenez et tout ça, mais parce que moi, j'ai appris à l'école. Euh, mais est-ce que mon avis est... Voilà. Et voilà pour les reconversions. Moi, Voilà. moi, je dirais déjà essayer parce que autant en fait la céramique est tellement vaste qu'il peut y avoir le tournage, le modelage, le coulage, que chaque technique plaira déjà à quelqu'un. Donc, il faut voir déjà ce que la personne aime dans Ouais. cette technique. Et après, une fois qu'il a trouvé, qu'il aille plus loin et comme tu dis, ben, qu'il se forme. Et qu'il se forme. surtout se dire que la céramique, c'est pas le métier de céramiste, c'est pas ah, je fabrique un bol. C'est je fabrique 100 bols. Il faut imaginer qu'on fait ça toute la journée, de toute la semaine, de toute l'année. C'est fabriquer des bols, des bols, des bols, être sur le tour 8 heures par jour, de toute la semaine. Ce n'est que ça. Donc, il faut vraiment se dire, est-ce que j'aime à ce point-là d'en faire ton métier et d'en faire ça au quotidien, en fait? Parce que c'est pas, des fois, les gens, ils voient un peu les vidéos réelles, oh, ça a l'air relax, ça a l'air bien, ah, je pose les petites pièces. Ouais, mais en fait, Du c'est boulot, quand hein. même très Franchement, physique, c'est c'est du physique. boulot, Mm. ça peut être très stressant, on sort les pièces du four, c'est raté. Voilà. Il faut être rentable aussi, se dire, c'est bien, parce qu'on a fabriqué une pièce, mais si on y a passé 3 heures dessus, bah, il faut mettre le prix qui va avec les 3 heures derrière. On peut pas vendre une pièce 20 euros alors qu'on y a passé 3 heures derrière. Mm. Et c'est ça, ouais, c'est tout ce travail au niveau de la compréhension de la céramique
de la quantité aussi, tu vois, de défauts qu'il peut y avoir suite à la cuisson, suite au tournassage, tu loupes le tournassage, tu loupes ton tournage. En fait, tout ça, en fait, les gens n'appréhendent pas. En fait, Ouais. ne voient pas la globalité. C'est pour ça que souvent, il y a un problème au niveau de la compréhension du prix. Mm. Allez, on refait les 2 dernières questions et après on clôture. Tac, tac, tac. Comment est-ce que vous faites pour ne pas trop subir de douleur ou de fatigue? Ça, après, je pense que ça fait partie du métier d'un artisan, mais n'importe quel artisan, de rester soit trop debout, soit trop assis. Moi, je sais que les journées où je dois engober, émailler, j'ai la nuque le soir, elle me fait mal. C'est pas non plus des douleurs atroces. Le tournage, moi, me fait pas forcément mal au dos. Euh, Moi, cette année, je me suis mise au sport quand même pour me dire que Ah, voilà, c'est il faut bien. que il faut falloir que je me muscle parce qu'autant les 400 kilos de terre, je peux les porter, ça va. Mais c'est plus, je pense que si j'étais un peu plus musclée, je subirais un peu moins les douleurs. Mais après, c'est pas, je pense que c'est pas plus douloureux que de travailler toute la journée sur un ordinateur avec le poignet sur une souris, à prendre des mauvaises positions. C'est pas, enfin, moi personnellement, je le vis comme ça. Et dernière question, est-ce qu'on peut émailler en monocuisson au pinceau? Je sais pas, il faut essayer. C'est voilà, selon l'émail. Moi, j'ai un émail brillant, il a besoin d'être bien nappé et tout ça, mais peut-être au pinceau, Oui, tout si c'est dépend, voilà, si elle veut aussi avoir tu sais, des traces, tu vois. des traces, voilà, si ça n'a pas besoin d'être appliqué de façon trop homogène, ou il faut tester. En fait, c'est pour ça il faut tout Il essayer. faut expérimenter. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup Justine pour tout. Et ben, bonne continuation et beaucoup de réussite dans toutes tes collections. Merci à toi pour l'invitation, c'était très sympa. Allez, bon après-midi et bon appétit. Merci toi aussi.